Était un de ces dimanches matins où le ciel de Provence hésite entre la promesse d'un soleil radieux et la mélancolie d'une journée grise. Les nuages étendaient comme une couverture froissée au-dessus des champs de lavande encore endormis, créant cette atmosphère particulière que seul le sud de la France sait offrir au printemps. Dans la petite maison au volet bleu de la famille Dubois, nichée entre Avignon et Arles, la routine dominicale suivait son cours habituel. Émilie Dubois, 15 ans à peine, s'étirait paresseusement dans son lit, écoutant les bruits familiers qui montaient de la cuisine. Sa mère, Claire, préparait déjà le café du matin, cette odeur réconfortante qui imprégnait chaque dimanche de son enfance. Son père, Henri, devait être en train de lire le journal local, ses lunettes de lecture glissant doucement sur son nez comme elle le faisait depuis qu'elle était petite fille. Émilie était ce qu'on appelait une adolescente réservée. Pas timide, non, mais plutôt observatrice. Elle préférait écouter les conversations plutôt que les mener, regarder le monde avec ses yeux curieux qui semblaient toujours chercher quelque chose de plus profond derrière les apparences. Ses longs cheveux châtains encadraient un visage où l'innocence de l'enfance se mêlait déjà aux premiers signes de la femme qu'elle deviendrait. Claire disait souvent qu'Émilie avait hérité de sa grand-mère cette façon de regarder les gens comme si elle pouvait voir au-delà de leurs mots. La famille Dubois vivait une existence simple et paisible. Henri possédait un petit poste d'essence sur la route départementale, une affaire modeste mais suffisante pour faire vivre sa famille dignement. Était un homme respecté dans la communauté, connu pour sa ponctualité, son honnêteté et cette façon qu'il avait de toujours trouver le temps d'écouter les soucis de ses clients. Les gens venaient parfois faire le plein d'avantages pour échanger quelques mots avec Henri que par nécessité. Claire, elle, travaillait à temps partiel dans une petite librairie d'Avignon. Elle adorait les livres, les histoires qui transportent ailleurs, et elle avait transmis cette passion à sa fille. Émilie passait des heures plongée dans ses romans, créant dans sa chambre un petit univers fait de mots et d'imaginaire. La maison était remplie de livres, dans chaque recoin, sur chaque étagère, créant cette atmosphère chaleureuse que seules les familles de lecteurs savent créer. Ce dimanche-là ne semblait différent d'aucun autre. Émilie descendit prendre son petit déjeuner, ses pieds nus glissant sur les carreaux frais de la cuisine. Claire lui servit son chocolat chaud habituel, celui qu'elle préparait avec ce soin particulier que seules les mères savent mettre dans les gestes du quotidien. « Tu iras chercher le pain aujourd'hui, ma chérie ?» demanda Claire en essuyant ses mains sur son tablier fleuri. Émilie hocha la tête en souriant. Était devenu leur petit rituel dominical. Chaque semaine, elle prenait sa bicyclette rouge, celle que ses parents lui avaient offerte pour ses 14 ans, et pédalait jusqu'à la boulangerie Martinet, à moins de 2 kilomètres de la maison. Monsieur Martinet, avec sa moustache blanche et son tablier toujours fariné, l'accueillait toujours avec le même sourire bienveillant et gardait toujours les meilleures baguettes pour la petite Dubois. Ce trajet, Émilie le connaissait par cœur. Il serpentait à travers les petites routes de campagne, longeait les champs où poussaient les premières pousses de lavande, passait devant la ferme des Roussel, où les chèvres la saluaient toujours de leur bêlement joyeux, puis bifurquaient vers le village par une petite route bordée de platanes centenaires. Henri leva les yeux de son journal quand sa fille enfila sa veste légère. « Sois prudente, ma puce », dit-il machinalement, ces mots qu'il prononçait chaque fois qu'elle sortait. Une habitude de père, ces petites phrases qui semblent anodines, mais qui portent en elles tout l'amour du monde. Émilie l'embrassa sur le front, respira cette odeur familière d'après-rasage et de café qui caractérisait son père. « Je reviens dans 1 heure », promit-elle en attrapant le petit sac en toile que sa mère lui tendait avec l'argent pour le pain. Claire la regarda, éloignée depuis la fenêtre de la cuisine, comme elle le faisait chaque dimanche. Elle aimait voir sa fille pédaler avec cette grâce naturelle, ses cheveux flottant dans le vent. Incarnation parfaite de cette jeunesse insouciante qu'elle avait elle-même vécue dans cette même région, des années auparavant. La matinée était fraîche mais agréable.
Émilie pédalait tranquillement, savourant ces moments de solitude où elle pouvait laisser ses pensées vagabonder. Elle pensait à ses cours qui reprendraient le lendemain, à ce devoir de littérature qu'elle devait finir, à cette nouvelle amie, Léa, qui venait d'arriver au lycée et avec qui elle commençait à tisser des liens. La boulangerie Martinet était comme toujours bondée le dimanche matin. Les familles du village s'y retrouvaient, échangeant les nouvelles de la semaine, commentant la météo, planifiant les activités du jour. Émilie attendit patiemment son tour, écoutant distraitement les conversations autour d'elle. Madame Perron se plaignait de ses rhumatismes. Monsieur Castelli racontait ses dernières aventures de pêche, et les enfants réclamaient des viennoiseries avec cette insistance propre à leur âge. Alors, ma petite Émilie, les baguettes habituelles pour tes parents, demanda monsieur Martinet quand ce fut son tour. Oui, s'il vous plaît. Et peut-être un de ces croissants aux amandes, maman les adore. Le boulanger sourit et ajouta le croissant sans faire payer le supplément, comme il le faisait parfois pour ses clients préférés. Émilie le remercia chaleureusement, rangea soigneusement les achats dans son sac et sortit de la boulangerie. Le soleil tentait de percer les nuages, créant ces jeux d'ombre et de lumière si caractéristiques de la Provence. Émilie enfourcha sa bicyclette et prit le chemin du retour, pédalant un peu plus lentement pour profiter de cette belle matinée qui s'annonçait finalement ensoleillée. Elle ne pouvait pas savoir que ce serait la dernière fois qu'on la verrait vivante dans le village. Elle ne pouvait pas imaginer que ses parents l'attendraient en vain, que son père sortirait la chercher quand midi sonnerait sans qu'elle soit rentrée, que sa mère commencerait à s'inquiéter quand 13 heures passeraient sans nouvelles. La route du retour était paisible, bordée de ces paysages provençaux qui semblent sortis d'une carte postale. Émilie pédalait tranquillement, respirant l'air pur de la campagne, observant les premiers papillons qui dansaient autour des fleurs sauvages. Elle pensait déjà au déjeuner en famille, à cette tradition dominicale qu'elle chérissait depuis l'enfance. Mais quelque part, entre la boulangerie et la maison, entre la normalité d'un dimanche matin et l'angoisse qui allait bientôt s'emparer de ses parents, quelque chose se produisit, quelque chose que personne ne vit, que personne n'entendit, qui ne laissa aucune trace visible dans ce paysage paisible de Provence. Quand Henri regarda sa montre et vit qu'il était déjà 12h30, il fronça les sourcils. Émilie était toujours ponctuelle. Quand 13 heures sonnèrent et qu'elle n'était toujours pas rentrée, il sentit cette petite pointe d'inquiétude que tous les parents connaissent. À 13h30, cette inquiétude était devenue une vraie préoccupation. « Claire !» appela-t-il sa femme qui préparait le déjeuner. « Émilie n'est toujours pas rentrée. C'est bizarre, elle devrait être là depuis longtemps. » Claire essuya ses mains sur son tablier et regarda l'horloge de la cuisine. L'inquiétude se lisait maintenant dans ses yeux. Peut-être qu'elle a rencontré des amis au village, ou que la boulangerie était plus bondée que d'habitude. Mais au fond d'elle-même, elle savait que quelque chose n'allait pas. Émilie était une fille responsable, qui prévenait toujours quand elle avait du retard. Hélène n'était pas du genre à s'attarder sans raison, surtout un dimanche où elle savait que ses parents l'attendaient pour le déjeuner. Henri prit sa veste et ses clés de voiture. « Je vais la chercher. Elle a peut-être eu un problème avec sa bicyclette. » Il démarra sa vieille Renault et prit la route que Émilie empruntait chaque dimanche. Cette route qu'il connaissait par cœur, qu'il avait lui-même parcouru enfant quand ses propres parents l'envoyaient chercher le pain. Chaque virage, chaque arbre, chaque pierre lui était familier. Ce qu'il découvrit à mi-chemin entre la maison et le village allait bouleverser sa vie à jamais. La bicyclette rouge d'Émilie gisait sur le côté à quelques mètres de la route, près d'un petit sentier qui s'enfonçait dans les champs. Le guidon était tordu, comme si elle était tombée violemment. Le sac en toile était ouvert, son contenu éparpillé sur l'herbe, les baguettes encore dans leur papier, le croissant aux amandes écrasé et les pièces de monnaie qui brillaient sous les rayons du soleil maintenant perçants. Henri sentit son cœur s'arrêter. Il se précipita vers la bicyclette, appelant désespérément « Émilie! Émilie !» Seul le silence lui répondit. Un silence pesant, angoissant, qui semblait avaler ses cris d'angoisse.
Il examina les environs, cherchant désespérément un signe, un indice, n'importe quoi qui pourrait lui dire ce qui était arrivé à sa fille. Mais il n'y avait rien, aucune trace de lutte, aucune empreinte dans la terre sèche, aucun véhicule à l'horizon. Juste cette bicyclette abandonnée et ce silence oppressant qui semblait moquer sa détresse de père. Les mains tremblantes, il sortit son téléphone portable et composa le numéro d'urgence. Sa voix se brisa quand il tenta d'expliquer la situation. « Ma fille, elle a disparu. J'ai trouvé sa bicyclette. Je ne comprends pas. » Pendant qu'il attendait l'arrivée des forces de l'ordre, Henri continuait d'appeler le nom de sa fille, espérant contre toute logique qu'elle sortirait des buissons, qu'elle lui dirait qu'elle était juste tombée et qu'elle s'était cachée pour soigner une égratignure. Mais Émilie ne répondit pas. Elle ne répondrait plus jamais à l'appel de son père. La nouvelle se répandit rapidement dans le petit village. En quelques heures, tout le monde savait que la petite Émilie Dubois avait disparu. Les gendarmes arrivèrent sur place, suivis bientôt par une équipe plus importante. Ils délimitèrent le périmètre, photographièrent la scène, questionnèrent Henri sur les derniers moments qu'il avait passés avec sa fille. Claire arriva peu après, alertée par son mari. Quand elle vit la bicyclette de sa fille couchée dans l'herbe, elle poussa un cri déchirant qui résonna dans toute la campagne environnante. Henri la prit dans ses bras et ensemble, ils regardèrent les gendarmes faire leur travail, espérant désespérément qu'ils trouveraient rapidement une explication à cette disparition inexplicable. Mais au fond de leur cœur de parents, ils savaient déjà que leur vie venait de basculer dans un cauchemar dont ils ne parviendraient peut-être jamais à s'éveiller. Leur fille, leur précieuse Émilie, avait disparu dans cette campagne paisible qu'ils croyaient si sûre, si protectrice. Et personne, absolument personne, n'avait rien vu. Les heures qui suivirent la découverte de la bicyclette D, Émilie se transformèrent en un tourbillon d'activités frénétiques. La gendarmerie de la région mobilisa rapidement ses effectifs, comprenant l'urgence de la situation. Le brigadier-chef Martin Rousseau, un homme dans la cinquantaine aux cheveux grisonnants et au regard perçant, prit personnellement en charge l'enquête. Il avait déjà traité plusieurs affaires de disparition, mais jamais celle d'une adolescente dans des circonstances aussi troublantes. La première priorité fut d'organiser des battues dans les environs immédiats. Des équipes de gendarmes, accompagnées de bénévoles du village, ratissèrent méthodiquement les champs de lavande, les bosquets, les petits sentiers qui sillonnaient la campagne environnante. Henri et Claire suivaient les recherches de loin, leurs visages marqués par l'angoisse et l'épuisement. Chaque minute qui passait semblait alourdir le poids de l'inquiétude qui pesait sur leurs épaules. Madame Leclerc, la voisine la plus proche, avait proposé de rester avec Claire pendant que les recherches se poursuivaient. C était une femme d'une soixantaine d'années, mère de 3 enfants devenus adultes, qui comprenait mieux que quiconque la détresse des parents Dubois. Elle préparait du thé que Claire ne buvait pas, proposait des sandwichs qu'elle ne touchait pas, et surtout, elle était là, présence silencieuse et réconfortante dans cette maison soudain devenue trop grande et trop silencieuse. « Elle va revenir », répétait-elle doucement à Claire qui fixait la route par la fenêtre de la cuisine. Les enfants, parfois, ils se perdent. Ils ont peur de rentrer parce qu'ils pensent qu'on va les gronder. Elle va revenir, tu verras. Mais Claire savait que sa fille Anne n'était pas le genre d'enfant à fuir par peur d'une réprimande. Émilie était responsable, mature pour son âge. Si elle ne rentrait pas, c'est qu'elle ne le pouvait pas. Cette certitude la rongeait de l'intérieur, créant cette boule d'angoisse qui grandissait à chaque heure qui passait sans nouvelles. Le village entier S était mobilisé. Monsieur Martinet, le boulanger, avait fermé sa boutique pour se joindre aux recherches. « C'est la petite que je vois chaque dimanche, depuis qu'elle sait faire du vélo », expliquait-il aux gendarmes d'une voix émue. « Elle est toujours polie, toujours souriante. C'est impossible qu'elle soit partie de son plein gré. » Les témoignages s'accumulaient, tous convergent vers le même portrait. Émilie était une adolescente équilibrée, attachée à sa famille, sans problèmes apparents. Ses professeurs confirmaient qu'elle était une élève sérieuse. Ses camarades de classe la décrivaient comme quelqu'un de discret mais amical.
Aucun élément ne permettait d'expliquer une fugue. Le brigadier-chef Rousseau interrogea personnellement tous les commerçants sur le trajet habituel d'Émilie. Malheureusement, le petit café-tabac qui possédait la seule caméra de surveillance du secteur avait un système défaillant depuis plusieurs mois. On devait le faire réparer, expliquait le propriétaire, visiblement rongé par les remords. Si j'avais su, si j'avais pu imaginer. Les investigations techniques ne donnaient pas davantage de résultats. L'examen de la bicyclette ne révéla aucune trace suspecte, aucune empreinte autre que celle d'Émilie. Le guidon tordu pouvait s'expliquer par une chute, mais rien n'indiquait les circonstances de cette chute. Elle, état du sol, durci par plusieurs jours sans pluie, ne gardait aucune trace de pas ou de pneus. Le troisième jour, les autorités décidèrent d'élargir le périmètre de recherche et de faire appel à des moyens plus sophistiqués. Un hélicoptère de la gendarmerie survola longuement la région, ses occupants scrutant chaque recoin du paysage provençal. Un drone fut également déployé, capable d'explorer les zones difficiles d'accès. Mais malgré ces technologies, malgré l'acharnement des équipes, aucun indice ne fut découvert. Henri participait activement aux recherches, incapable de rester inactif. Il connaissait chaque sentier, chaque ferme abandonnée, chaque recoin de cette campagne où il avait grandi. Son visage, habituellement souriant et avenant, s'était creusé en quelques jours. Ses yeux rouges trahissaient les nuits blanches et les larmes refoulées. Les clients de son poste d'essence le voyaient parfois figé devant sa pompe, le regard perdu vers l'horizon, comme s'il espérait voir apparaître sa fille au détour d'un chemin. « Monsieur Dubois », lui dit un jour le brigadier-chef Rousseau en le prenant à part, « je sais que c'est difficile, mais nous devons envisager toutes les hypothèses. Votre fille n'avait-elle vraiment aucun souci? Aucun problème au lycée? Aucune relation qui aurait pu poser problème ?» Henri secoua la tête avec véhémence. « Émilie me parlait de tout. Elle n'avait pas de petite amie, elle n'avait pas de problème avec ses camarades. Elle aimait lire, elle aimait se promener, elle aimait notre vie tranquille ici. Elle n'aurait jamais fugué. Jamais. » Mais Henri savait que le doute s'immisçait progressivement dans l'esprit des enquêteurs. Plus les jours passaient sans découverte de traces de lutte ou d'enlèvement, plus l'hypothèse d'une fugue gagnait en crédibilité dans les rapports officiels. Cette possibilité le révoltait, mais il comprenait aussi la logique des gendarmes. Sans preuve d'un acte criminel, la disparition volontaire restait l'explication la plus probable. Claire, elle, semblait se réfugier dans un déni protecteur. Elle continuait de préparer les repas comme si sa fille allait rentrer d'un moment à l'autre. Elle laissait la chambre d'Émilie exactement dans l'état où elle l'avait trouvée ce dimanche matin. Elle refusait qu'on évoque devant elle l'hypothèse d'une fugue. « Ma fille est en danger », répétait-elle à qui voulait l'entendre. « Elle a besoin d'aide, elle ne peut pas rentrer, mais elle va rentrer. » Je le sais. Cette certitude maternelle, aussi irrationnelle fût-elle, touchait profondément tous ceux qui la rencontraient. Les femmes du village, en particulier, se reconnaissaient dans cette douleur absolue, dans cette foi aveugle qui refuse d'accepter l'inacceptable. Elles organisaient des chaînes de prière, des veillées silencieuses, apportaient des plats cuisinés à la famille Dubois, créant autour d'Henri et Claire ce cocon de solidarité que seules les petites communautés savent tisser face au malheur. Une semaine après la disparition, les médias régionaux commencèrent à s'intéresser à l'affaire. Un journaliste de France 3 Provence vint interviewer la famille et le brigadier-chef Rousseau. L'article, diffusé au journal télévisé régional, présentait le cas de Émilie avec la compassion et la retenue appropriée. Mais il contribua paradoxalement à faire naître les premiers ragots dans la région. Car si les proches de la famille maintenaient leur soutien indéfectible, d'autres habitants commençaient à s'interroger. Pourquoi aucune trace n'avait-elle été trouvée? Comment une adolescente pouvait-elle disparaître sans laisser le moindre indice dans une région si peu peuplée? Et surtout, était-il vraiment possible que les parents ne sachent rien des intentions de leur fille? Ces murmures
Henri et Claire les entendaient parfois quand ils passaient devant les groupes qui se formaient après la messe ou sur la place du village. Des regards qui se détournaient un peu trop vite, des conversations qui s'interrompaient à leur approche, des sourires qui semblaient forcés. L'isolement commençait insidieusement, ajoutant à leur douleur cette dimension supplémentaire de la suspicion sociale. Madame Peyron, la pharmacienne du village, il confia un jour à sa voisine. C'est quand même bizarre, cette histoire. Une fille qui disparaît comme ça, sans trace, et les parents qui ont l'air si sûrs qu'elle n'est pas partie volontairement. Parfois, on ne connaît pas vraiment ses propres enfants, vous savez. Ces doutes, relayés de bouche à oreille, avec cette facilité déconcertante qu'ont les rumeurs à se propager, commencèrent à empoisonner l'atmosphère du village. Henri le ressentait particulièrement à son poste d'essence. Certains clients, qui auparavant s'attardaient pour bavarder, faisaient maintenant le plein en silence et repartaient rapidement. D'autres, au contraire, posaient des questions indiscrètes, cherchant des détails sur l'enquête, sur les relations familiales, sur les vraies raisons de la disparition de Émilie. Le plus douloureux pour Henri était de voir que même certains de ses amis de longue date semblaient maintenant le regarder différemment. Pas avec suspicion exactement, mais avec cette prudence nouvelle qui marque les relations quand le doute s'est immiscé. Les invitations se raréfiaient, les conversations téléphoniques se raccourcissaient et cette solitude sociale s'ajoutait au chagrin de la perte pour créer un isolement de plus en plus pesant. 2 semaines après la disparition de Émilie, le brigadier-chef Rousseau convoqua Henri et Claire à la gendarmerie pour faire le point sur l'enquête. L'entretien, mené avec la plus grande délicatesse possible, n'en fut pas moins douloureux pour les parents. « Nous continuons nos investigations », assura le brigadier-chef, « mais je dois être honnête avec vous. Sans nouvelles pistes, sans témoins, sans indices matériels, l'enquête devient très difficile. Nous avons contacté toutes les gendarmeries de la région, diffusé la photo d'Émilie, vérifié tous les signalements. Pour l'instant, nous n'avons rien. » Il marqua une pause, cherchant ses mots avec précaution. « Il faut aussi que vous sachiez que, statistiquement, dans ce type de disparition, l'hypothèse de la fugue reste la plus fréquente. Les adolescents peuvent avoir des motivations que leurs parents ignorent, des problèmes qu'ils n'osent pas avouer. »« Non », coupa Claire d'une voix ferme malgré ses larmes. « Pas Émilie, pas ma fille. Elle ne serait jamais partie sans nous dire où elle allait. Elle ne nous aurait jamais infligé ça. » Henri prit la main de sa femme et regarda le gendarme droit dans les yeux. « Brigadier-chef, je comprends votre position, mais je vous demande de ne pas abandonner. Ma fille a besoin d'aide, quelque part. Je le sens dans mon cœur de père. Elle n'est pas partie volontairement. » En sortant de la gendarmerie, le couple Dubois avait le sentiment amer que l'enquête officielle commençait déjà à s'essouffler. Cette impression était renforcée par la diminution progressive du nombre de gendarmes affectés aux recherches, par l'espacement des battues, par le ton de plus en plus routinier des questions posées. Ce soir-là, dans leur maison devenue trop silencieuse, Henri prit une décision qui allait marquer les années suivantes. « Claire, dit-il à sa femme en la regardant dans les yeux, si les gendarmes abandonnent, nous n'abandonnerons jamais. Je vais continuer à chercher Émilie, tous les jours, jusqu'à ce que je la trouve. » Claire hocha la tête, comprenant instinctivement que son mari avait besoin de cette mission pour survivre à l'insupportable. « Nous la trouverons, » murmura-t-elle, « d'une façon ou d'une autre. Nous saurons ce qui est arrivé à notre petite fille. » Dehors, le vent de Provence faisait bruire les lavandes dans les champs, créant cette mélodie douce que les habitants de la région connaissent depuis l'enfance. Mais pour Henri et Claire Dubois, ce son familier avait désormais une tonalité différente. Il leur rappelait cette route où leur fille pédalait chaque dimanche, ces paysages qu'elle aimait contempler, cette vie paisible qui avait volé en éclats un matin d'avril. Et quelque part dans cette campagne, apparemment si tranquille, Émilie demeurait introuvable, comme si elle avait été avalée par la terre provençale qu'elle chérissait tant. Les mois qui suivirent, la disparition d'Émilie transformèrent radicalement la vie des Dubois et l'atmosphère du village.
Ce qui avait commencé comme un élan de solidarité collective se mua progressivement en une suspicion diffuse mais persistante. Les regards bienveillants se firent plus rares, remplacés par des coups d'œil furtifs et des murmures qui s'interrompaient dès que Henri ou Claire apparaissaient. Henri avait tenu sa promesse de continuer les recherches. Chaque jour, après avoir fermé son poste d'essence, il sillonnait les routes de la région, scrutant chaque recoin, questionnant chaque nouveau visage, notant méticuleusement dans un petit carnet noir tous les détails qui lui semblaient suspects. Sa démarche, méthodique et obstinée, frisait parfois l'obsession, mais était sa façon de survivre à l'insupportable incertitude. Il avait développé un véritable système de surveillance artisanale. Des caméras discrètes, achetées avec ses maigres économies, avaient été installées à différents points stratégiques le long du trajet qu'empruntait Émilie. Il relevait religieusement les plaques d'immatriculation des véhicules qui passaient régulièrement, créant une base de données personnelles que même les gendarmes avaient fini par trouver impressionnante, bien qu'inutile selon eux. Claire, de son côté, s'était progressivement enfermée dans un monde parallèle où sa fille existait encore. Elle continuait de mettre le couvert pour 3 personnes, de préparer les plats préférés de Émilie, de maintenir sa chambre dans un état de propreté impeccable. Ses collègues de la librairie la voyaient parfois s'arrêter net au milieu d'une phrase, le regard perdu, comme si elle entendait une voix que personne d'autre ne percevait. « Madame Dubois devient vraiment bizarre », confiait un jour Madame Roussel à sa voisine en sortant de la librairie. Hier, elle m'a demandé si je n'avais pas vu Émilie au marché, comme si sa fille allait réapparaître après 6 mois. C'est triste, mais elle devrait accepter la réalité. Cette réalité que beaucoup encourageaient Claire à accepter était celle d'une fugue qui avait mal tourné, d'une adolescente qui avait voulu prendre son indépendance et qui, quelque part, en France ou à l'étranger, tentait de refaire sa vie loin de ses parents. Les autorités penchaient désormais ouvertement pour cette hypothèse, d'autant plus que les recherches intensives des premiers mois n'avaient révélé aucune trace de violence ou d'enlèvement. Le brigadier-chef Rousseau, bien qu'il continuât à traiter le dossier avec professionnalisme, ne cachait plus son scepticisme face aux théories des parents Dubois. « Écoutez, monsieur Dubois, » lui dit-il un jour avec une patience teintée d'exaspération, « votre fille avait 15 ans. À cet âge, les jeunes peuvent avoir des motivations qu'ils ne partagent pas avec leurs parents. Elle a peut-être rencontré quelqu'un sur Internet. Elle a peut-être eu des problèmes que vous ignoriez. Il faut envisager cette possibilité. » Mais Henri refusait catégoriquement cette explication. Il connaissait sa fille, il connaissait ses habitudes, ses peurs, ses rêves. Émilie n'était pas le genre d'adolescente à partir à l'aventure sans prévenir. Elle aimait trop sa famille. Elle était trop attachée à sa routine, à ses livres, à cette vie paisible qu'ils menaient ensemble. L'isolement social des Dubois s'accentuait de mois en mois. Le poste d'essence d'Henri, autrefois lieu de rencontre et de échange pour la communauté locale, voyait sa clientèle diminuer progressivement. Les habitants préféraient faire quelques kilomètres de plus pour aller se servir à la station-service moderne près d'Avignon, plutôt que de croiser le regard hanté d'Henri ou d'entendre Claire parler de sa fille comme si elle était encore vivante. « C'est malsain », disait Madame Leclerc, pourtant ancienne amie de la famille. « Ils refusent de faire leur deuil. Au bout d'un moment, il faut accepter que les enfants grandissent et qu'ils prennent leur indépendance. Même si c'est douloureux, cette interprétation des événements, qui transformait une possible tragédie en simple crise d'adolescence mal gérée, permettait au village de retrouver une forme de tranquillité. Il était plus rassurant de croire que Émilie avait choisi de partir que d'imaginer qu'un danger pouvait rôder dans cette campagne paisible où chacun se sentait en sécurité. Pourtant, Henri ne baissait pas les bras. Sa persévérance confina bientôt à l'acharnement. Il avait établi une routine rigide, travail au poste d'essence le matin, recherche méthodique l'après-midi, analyse des images de ses caméras le soir. Son carnet noir était transformé en une véritable encyclopédie de tous les mouvements suspects qu'il avait pu observer dans la région.
C'est ainsi qu'au bout de 11 mois exactement, il remarqua quelque chose d'inhabituel. Une voiture blanche, une Renault Clio qu'il n'avait jamais vue auparavant. Passé sur la route, près du lieu de disparition de Émilie 3 jours de suite, toujours vers la même heure. Le détail qui attira son attention fut la régularité. 14h30 précise, comme si le conducteur suivait un horaire précis. Henri nota soigneusement la plaque d'immatriculation, mais quand il tenta de la vérifier, il découvrit qu'elle ne correspondait à aucun véhicule enregistré dans les fichiers français. Cette découverte le galvanisa. Enfin, après des mois de recherches infructueuses, il tenait peut-être un indice tangible. Il se précipita à la gendarmerie avec ses notes et les images de ses caméras. Le brigadier-chef Rousseau examina les documents avec une politesse professionnelle, mais sans enthousiasme visible. Monsieur Dubois, une plaque erronée ou illisible, ça arrive tous les jours. Le véhicule peut être immatriculé dans un autre pays, ou alors votre caméra n'a pas bien capté tous les caractères. Et même si cette voiture passe régulièrement, ça ne prouve rien. Peut-être que quelqu'un a pris un nouveau travail dans le secteur ou rend visite à de la famille. Henri sentit la frustration monter en lui. Brigadier-chef, ma fille a disparu exactement sur cette route, il y a 11 mois. Et maintenant, une voiture avec une fausse plaque passe au même endroit 3 jours de suite. Vous ne trouvez pas ça troublant? Troublant? Peut-être. Significatif? Pas forcément. Monsieur Dubois, je comprends votre détresse, mais vous ne pouvez pas voir des indices partout. Cette enquête vous obsède de manière peu saine. Cette réponse acheva de convaincre Henri que les autorités avaient définitivement classé l'affaire dans leurs priorités secondaires. Il comprit qu'il ne pouvait plus compter que sur ses propres ressources pour découvrir la vérité sur la disparition de sa fille. Les saisons passaient, marquant le temps qui est écoulé sans Émilie. Le premier été fut particulièrement difficile. Claire avait l'habitude de passer les vacances avec sa fille, à lire dans le jardin, à se promener dans les champs de lavande en fleurs, à préparer ensemble ces confitures d'abricots qu'Émilie adorait. Cette année-là, elle resta enfermée dans la maison, refusant de sortir, comme si voir la beauté de la Provence estivale était une trahison envers sa fille disparue. Henri, lui, intensifia ses recherches. Il profita des journées plus longues pour explorer des zones plus reculées, des fermes abandonnées, des cabanons de chasseurs perdus dans la garrigue. Il interrogeait les travailleurs saisonniers qui venaient pour la récolte de la lavande, montrait partout la photo d'Émilie, espérant toujours qu'un visage s'illuminerait de reconnaissance. Mais chaque piste se révélait être une impasse. Chaque espoir soulevé retombait comme un château de cartes. Et autour de lui, les regards se faisaient de plus en plus compatissants, de plus en plus lassés aussi. Les gens commençaient à parler d'Henri comme de ce pauvre homme qui ne peut pas accepter que sa fille soit partie. L'automne apporta une nouvelle épreuve. Un journaliste d'un magazine People, attiré par cette histoire de disparition mystérieuse, débarqua au village pour réaliser un reportage. Son article, publié quelques semaines plus tard, présentait l'affaire sous un angle sensationnaliste qui révolta la famille Dubois. Le journaliste insinuait que les parents cachaient peut-être des éléments sur les vraies raisons du départ de leur fille, évoquait des tensions familiales que personne n'avait jamais constatées et suggérait même que l'acharnement d'Henri à chercher sa fille pouvait masquer une culpabilité. Cet article eut des conséquences désastreuses sur la réputation de la famille dans la région. Des gens qui n'avaient jamais mis en doute leur intégrité commencèrent à s'interroger. Peut-être Henri était-il plus autoritaire qu'il n'y paraissait. Peut-être Claire était-elle plus fragile psychologiquement qu'elle ne le montrait. Peut-être Émilie avait-elle eu de bonnes raisons de vouloir fuir ce foyer apparemment si harmonieux. Ces doutes empoisonnèrent définitivement les relations sociales des Dubois. Henri vit sa clientèle chuter drastiquement. Plusieurs clients de longue date cessèrent de venir, préférant éviter tout contact avec une famille désormais auréolée de mystères et de suspicions. Les finances du couple, déjà mises à mal par les frais liés aux recherches privées, commencèrent à péricliter sérieusement. Claire perdit son emploi à la librairie. Officiellement,
C était pour des raisons économiques. Mais elle savait que sa présence perturbait les clients et créait un malaise. Ses collègues ne savaient plus comment se comporter avec elle, tiraillés entre la compassion et l'agacement face à son refus persistant d'accepter la réalité. L'hiver fut particulièrement rude, pas seulement à cause du Mistral qui soufflait plus fort que d'habitude, mais surtout à cause de cette solitude qui s'installait définitivement dans leur existence. Henri et Claire se retrouvaient face à face dans leur maison, unis dans leur douleur, mais parfois divisés sur la façon de la gérer. Henri lui dit un soir Claire avec une lassitude infinie. Et si les gendarmes avaient raison? Et si Émilie était effectivement partie volontairement? Et si elle était quelque part en train de refaire sa vie, mais qu'elle ne voulait plus de nous? Cette question, qui torturait secrètement Claire depuis des mois, fit l'effet d'un coup de poignard à Henri. « Non », répondit-il avec une fermeté qui masquait sa propre angoisse. « Notre fille nous aimait, elle n'aurait jamais fait ça. Quelque chose lui est arrivé, j'en suis certain. » Mais au fond de lui, Henri commençait aussi à être rongé par le doute. Et si tout le monde avait raison sauf lui? Et si son obstination l'aveuglait sur une vérité qu'il refusait de voir? Et si Émilie avait effectivement choisi de disparaître de leur vie? Ces interrogations le minaient de l'intérieur, ajoutant à sa souffrance de père cette culpabilité de ne pas avoir su voir les signes, de ne pas avoir été le père qu'elle attendait, de ne pas avoir su créer le foyer où elle se sentait suffisamment en sécurité pour rester. Le deuxième anniversaire de la disparition d'Émilie passa presque inaperçu dans le village. Les gens avaient fini par oublier, ou du moins par s'habituer à cette absence. La vie avait repris son cours normal, chacun vaquant à ses occupations, laissant derrière lui cette histoire qui dérangeait la quiétude provinciale. Seuls Henri et Claire marquèrent cette date douloureuse. Ils se rendirent sur les lieux où la bicyclette avait été trouvée et y déposèrent un bouquet de lavande, les fleurs préférées d'Émilie. Ils restèrent là un long moment, silencieux, espérant peut-être qu'un miracle se produirait, que leur fille sortirait des buissons pour leur dire qu'elle était là, qu'elle les avait entendus l'appeler. Mais seul le vent leur répondit, ce vent de Provence qui semblait porter tous les secrets de cette terre ancienne sans jamais les révéler. C'est vers cette époque qu'Henri prit une décision qui allait changer le cours de sa quête. Il décida d'élargir ses recherches au-delà de la région immédiate. Si Émilie avait été emmenée ailleurs, si elle était retenue quelque part, peut-être fallait-il chercher plus loin, dans d'autres départements, d'autres régions. Il commença à se rendre régulièrement à Marseille, à Lyon, à Toulouse, montrant partout la photo de sa fille, questionnant les sans-abri, les travailleurs sociaux, toutes les personnes susceptibles d'avoir croisé une adolescente en détresse. Ces voyages coûtaient cher, physiquement et financièrement, mais ils lui donnaient l'impression de faire quelque chose d'utile, de ne pas abandonner sa fille. C'est lors d'un de ces voyages à Marseille, 3 ans après la disparition d'Émilie, qu'Henri vécut ce qui allait devenir, l'événement le plus troublant de toute sa quête. Il était en train d'attendre son train de retour dans la gare Saint-Charles, quand il décida de se rendre aux toilettes. Dans les sanitaires pour hommes, au-dessus d'un lavabo, il remarqua un graffiti au marqueur noir. Une phrase écrite d'une écriture fine et régulière. « Je voulais revenir, mais j'y étais invisible. » Son cœur s'arrêta de battre. Cette écriture, elle lui rappelait étrangement celle de Émilie, et le message, ce désespoir, cette impression d'être ignoré, invisibilisé. Cela correspondait si bien à ce que pourrait ressentir une adolescente disparue. Mais ce qui le bouleversa le plus, ce furent les initiales griffonnées à côté du message. E.D. Émilie Dubois. Henri resta figé devant ce graffiti, tremblant de tous ses membres. Était-ce possible? Sa fille était-elle passée par là? Avait-elle laissé ce message dans l'espoir qu'il le trouverait un jour? Ou était-ce simplement une coïncidence cruelle, un hasard qui venait torturer un père désespéré? Il photographia le graffiti sous tous les angles, nota l'heure, le lieu exact, tous les détails qui pourraient être importants, puis il se précipita vers la gendarmerie de Marseille pour signaler sa découverte. L'accueil qu'il reçut fut poli mais sceptique. « Monsieur,
des graffitis avec des initiales. Il y en a des milliers dans cette gare. Date, ça peut correspondre à des centaines de personnes. Et cette phrase, elle pourrait avoir été écrite par n'importe qui en détresse. Vous ne pouvez pas baser vos espoirs sur si peu d'éléments. Mais Henri savait, au plus profond de lui, que ce N n'était pas un hasard. Cette écriture, ces mots, ces initiales, tout concordait. Sa fille était vivante, quelque part, et elle essayait de communiquer avec lui. Il rentra chez lui, galvanisé par cette découverte. Mais quand il tenta de partager son enthousiasme avec Claire, il se heurta à une réaction inattendue. Sa femme le regarda avec une tristesse infinie et murmura « Henri, mon chéri, tu ne crois pas que tu vois ce que tu as envie de voir ? Cette écriture, comment peux-tu être sûr que c'est celle de Émilie après tant d'années ?» Cette question le blessa profondément. Non parce qu'elle était injuste, mais parce qu'elle exprimait un doute que lui-même commençait à ressentir malgré sa conviction. Et si Claire avait raison? Et s'il s'accrochait désespérément à des indices qui n'en étaient pas? Et si sa quête obsessionnelle était en train de le faire sombrer dans une forme de folie? Pourtant, il ne pouvait pas abandonner, pas maintenant, pas après avoir peut-être trouvé la première vraie trace de sa fille depuis 3 ans. Il retourna à Marseille quelques jours plus tard, espérant découvrir d'autres indices, d'autres messages, mais le graffiti avait été effacé par les services d'entretien de la gare. Il ne restait plus rien de ce qui avait été pour Henri la preuve que sa fille était encore en vie quelque part. Cette disparition du graffiti le plongea dans un désespoir plus profond encore. Non seulement il avait perdu cette trace précieuse, mais il réalisait aussi à quel point il était seul dans sa conviction. Même Claire, sa propre épouse, commençait à douter de la justesse de ses recherches. Les mois qui suivirent furent les plus difficiles de toute cette épreuve. Henri continua ses investigations, mais avec moins d'énergie, moins de certitude. Les doutes s'immisçaient dans son esprit, sapant sa détermination. Et si tout le monde avait raison? Et si Émilie était effectivement partie volontairement et ne voulait plus jamais entendre parler de sa famille? Cette possibilité le torturait plus que toutes les autres hypothèses. Préférait imaginer sa fille morte plutôt que vivante, mais ayant choisi de les oublier. Cette pensée révélait à quel point sa souffrance de père était devenue complexe et contradictoire. C'est dans cet état d'esprit qu'il aborda la 5e année après la disparition de Émilie, sans savoir que cette année-là allait enfin lui apporter les réponses qu'il cherchait désespérément depuis si longtemps. 5 années étaient écoulées depuis ce dimanche d'avril où la vie des Dubois avait basculé dans l'incompréhensible. 5 années pendant lesquelles Henri avait vieilli de 10 ans, ses cheveux désormais entièrement gris, ses épaules voûtées par le poids de cette quête qu'il avait consumée jour après jour. Claire avait sombré dans une dépression si profonde qu'elle passait désormais la plupart de ses journées dans sa chambre, ne descendant que pour les repas qu'elle touchait à peine. Le village avait définitivement tourné la page. L'affaire Émilie Dubois était devenue une référence locale, une histoire qu'on évoquait parfois pour illustrer combien il était difficile d'accepter certaines réalités. Comme les parents de la petite Dubois, disait-on quand quelqu'un refusait d'admettre une évidence douloureuse. Ils n'ont jamais voulu accepter que leur fille soit partie de son plein gré. Henri avait fini par comprendre qu'il était devenu, aux yeux de tous, ce personnage pathétique du père qui ne peut pas faire le deuil de sa fille disparue. Son poste d'essence périclitait. Ses relations sociales étaient réduites à néant. Sa femme éloignée de lui chaque jour davantage. Pourtant, quelque chose au fond de lui continuait de résister à l'idée d'abandonner. Ce quelque chose, c'était cette certitude viscérale, irrationnelle peut-être, que sa fille était quelque part, qu'elle avait besoin de lui, qu'elle attendait qu'il la trouve. Cette conviction était devenue plus forte que la raison, plus puissante que tous les arguments qu'on lui opposait. Elle était sa bouée de sauvetage dans l'océan de désespoir où il se débattait. C'est dans cet état d'esprit qu'il accueillit l'information qui lui parvint au début de l'année. La mairie de Gordes
Ce village pittoresque perché sur sa colline rocheuse avait décidé de rénover un ancien albergue rural désaffecté depuis une quinzaine d'années. L'établissement, autrefois lieu d'accueil pour les pèlerins et les randonneurs, était resté fermé après la mort de son propriétaire, un vieil homme solitaire qui n'avait pas de descendant direct. Henri n'aurait probablement jamais prêté attention à cette nouvelle si le bâtiment ne se trouvait pas à une vingtaine de kilomètres seulement du lieu de disparition des Émilie. Dans sa logique obsessionnelle, tout élément nouveau dans le périmètre élargi de ses recherches méritait d'être examiné. Il décida donc de se rendre sur place pour observer les travaux de rénovation. Quand il arriva à Gordes par cette matinée de février encore fraîche, il découvrit l'albergue en pleine transformation. Une équipe d'ouvriers et de restaurateurs s'affairait autour du bâtiment de pierre typiquement provençal. Henri se présenta au chef de chantier, expliquant qu'il s'intéressait aux anciennes constructions de la région. L'homme, un quinquagénaire jovial nommé Pascal Moore, accepta volontiers de lui faire visiter les lieux. « C'est un bâtiment fascinant », expliquait Pascal, en le guidant à travers les pièces en cours de rénovation. Il date du XVIIIe siècle, mais il a été modifié plusieurs fois. Le propriétaire était un type bizarre, très solitaire. Il vivait pratiquement en ermite ici. Quand il est mort, ses neveux ont découvert qu'il avait fait des aménagements, particuliers. Henri suivait la visite d'une oreille distraite jusqu'à ce que Pascal l'emmène vers le sous-sol. « Tenez, regardez ça !» dit l'artisan en dirigeant sa lampe torche vers une cloison qui semblait différente des autres murs. On a découvert qu'il avait aménagé une pièce secrète là derrière, complètement isolée du reste du bâtiment. Aucune fenêtre, une seule entrée dissimulée. On se demande bien à quoi ça pouvait servir. Le cœur d'Henri se mit à battre plus vite. Une pièce secrète, isolée, dans un bâtiment situé près du lieu de disparition de sa fille. Vous avez ouvert cette pièce? Oui, il a fallu démonter une partie de la cloison pour voir ce qu'il y avait derrière. C'est là qu'on a trouvé les affaires bizarres. Quelles affaires? Pascal hésita un instant, comme s'il se demandait s'il devait poursuivre. Écoutez, c'est troublant. On a trouvé une sorte de cachette aménagée, avec une chaise, des provisions périmées, des vêtements, et surtout des dessins. Des dizaines de dessins accrochés partout sur les murs. Henri sentit ses jambes se dérober sous lui. Des dessins, de quoi? C'est ça qui est étrange. Tous les dessins représentent la même chose. Un champ de lavande avec une bicyclette au milieu. Comme si quelqu'un avait passé du temps enfermé là-dedans à dessiner obsessionnellement la même scène. L'homme ne put pas finir sa phrase. Henri s'était effondré, ses mains tremblant violemment. Des sanglots rauques échappant de sa gorge. Pascal, alarmé, se précipita vers lui. « Monsieur, monsieur, qu'est-ce qui vous arrive ?» Quand Henri parvint enfin à reprendre son souffle, il regarda l'artisan avec des yeux embués de larmes et de colère. « Ces dessins, il faut que je les voie tout de suite. C'est peut-être ma fille qui les a faits. » Pascal le regarda avec stupéfaction. « Votre fille? Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Ma fille Émilie a disparu il y a 5 ans. Elle faisait du vélo vers une boulangerie quand elle dessinait souvent des champs de lavande. Elle adorait ça. » L'impact de cette révélation frappa Pascal de plein fouet. Il avait entendu parler de l'affaire Dubois, comme tous les habitants de la région. Mon Dieu! Vous pensez que... Mais c'est impossible. Cette pièce était complètement fermée. Il n'y avait aucun moyen d'y entrer sans démonter la cloison. « Montrez-moi » supplia Henri. « S'il vous plaît, montrez-moi cette pièce et ses dessins. » Malgré ses réticences, Pascal accepta de l'emmener voir la découverte. Ils descendirent dans le sous-sol, puis l'artisan éclaira l'ouverture qu'ils avaient pratiquée dans la fausse cloison. Henri se faufila dans l'espace étroit et se retrouva dans une pièce d'environ 3 mètres sur 4, entièrement tapissée d'isolants acoustiques. Ce qu'il découvrit le bouleversa au-delà de tout ce qu'il avait pu imaginer. Les murs étaient effectivement couverts de dessins, des dizaines et des dizaines, tous représentant la même scène obsédante.
Un champ de lavande sous un ciel variable, parfois ensoleillé, parfois nuageux, et au centre, toujours, une bicyclette rouge abandonnée. Certains dessins étaient sommaires, d'autres d'un réalisme saisissant. On y sentait une progression dans la technique, comme si l'artiste avait passé des mois, des années peut-être, à perfectionner sa représentation de cette scène. Au centre de la pièce, une chaise de bois usée par le temps. Dans un coin, des emballages de biscuits et de conserves depuis longtemps périmés, soigneusement empilés, des vêtements pliés avec un soin maniaque. Et sur une petite étagère de fortune, une boîte à musique cassée et un cahier d'écolier. Henri s'approcha du cahier avec des gestes tremblants. Il l'ouvrit à la première page et reconnut immédiatement l'écriture de sa fille. C était bien celle de Émilie. Cette façon particulière qu'elle avait de former ses lettres, ces petites boucles caractéristiques qu'elle faisait au L et au F. Les premières pages contenaient des phrases courtes, des observations sur le temps qui passait. Jour 12. J'ai encore dessiné aujourd'hui. Ça m'aide à me souvenir de dehors. Jour 27. La boîte à musique ne marche plus. Le silence est terrible. Jour 45. Je compte les jours sur le mur maintenant. Je ne veux pas les oublier. Plus Henri lisait, plus son cœur se brisait. Sa fille avait été enfermée ici, dans cette pièce sans fenêtre, pendant des mois, peut-être des années. Elle avait survécu, elle avait espéré, elle avait continué à croire qu'on viendrait la chercher. Arrivé vers la fin du cahier, il tomba sur des pages qui le glacèrent. Jour 287. Il ne vient plus depuis longtemps. Je crois qu'il m'a oublié, ou qu'il est mort. Je ne sais plus quoi penser. Jour 312. J'ai réussi à faire un petit trou dans le mur avec une cuillère. Peut-être que je pourrais sortir un jour. Jour 358. Les provisions S épuisent. J'ai peur. Et sur la dernière page, cette phrase qui résumait tout le désespoir du monde, elles ont arrêté de me chercher. Mais j'ai continué à essayer d'être vu. Henri éclata en sanglots, serrant le cahier contre sa poitrine. Sa fille avait été là, si proche, pendant qu'il la cherchait partout ailleurs. Elle avait survécu, elle avait espéré, elle avait attendu qu'il la trouve. Et il avait échoué. Pascal, qui était resté en retrait, s'approcha doucement. « Monsieur Dubois, il faut prévenir la police. Cette découverte change tout. » Henri hocha la tête, incapable de prononcer un mot. Il examina encore la pièce, cherchant d'autres indices, d'autres preuves de la présence de sa fille. Dans un recoin, il découvrit un petit amas de gravats et, en grattant, il mit au jour un passage étroit, à peine assez large pour le corps d'une adolescente, un tunnel rudimentaire qui semblait mener vers l'extérieur du bâtiment. « Elle a réussi à échapper », murmura-t-il avec un mélange d'espoir et d'angoisse. « Ma fille a réussi à sortir de cette prison. » La suite des événements se déroula dans un brouillard pour Henri. L'arrivée de la police, les interrogatoires, l'expertise des lieux, l'analyse de l'écriture qui confirma formellement que le cahier avait bien été rédigé par Émilie. Toute l'enquête fut rouverte, cette fois sous l'angle d'un enlèvement et d'une séquestration. Les investigations révélèrent que l'ancien propriétaire de l'albergue, un homme nommé Bernard Cornet, était décédé 3 ans auparavant d'une crise cardiaque. Ses antécédents, minutieusement étudiés, révélèrent un personnage troublé, ayant eu plusieurs fois des ennuis avec la justice pour des comportements déplacés envers des mineurs, mais qui avait toujours échappé aux condamnations lourdes. La reconstitution des faits, basée sur les indices trouvés dans la pièce secrète et les écrits de Émilie, permit d'établir un scénario probable. L'homme avait croisé Émilie ce dimanche matin, l'avait attirée par un subterfuge quelconque, puis l'avait emmenée dans sa cachette. Il l'avait séquestrée là, lui apportant régulièrement de la nourriture, nourrissant probablement l'espoir de la convaincre de rester avec lui. Mais Émilie avait résisté. Pendant des mois, elle avait survécu dans cette cellule, gardant l'espoir grâce à ses dessins et ses écrits. Elle avait fini par creuser un passage de fortune et échappé de sa prison. D'après les dates du cahier, cela était produit plus d'1 an après sa disparition.
Mais que était-il passé ensuite? Où était Émilie maintenant? Était-elle toujours vivante? Le graffiti que Henri avait découvert à Marseille prenait maintenant tout son sens. Je voulais revenir, mais j'y étais invisible. Sa fille avait effectivement essayé de rentrer, mais quelque chose l'en avait empêché. Peut-être la peur, peut-être la honte, peut-être autre chose. Les recherches reprirent avec une intensité nouvelle. Cette fois, les autorités prenaient l'affaire au sérieux. L'hypothèse d'une fugue avait volé en éclats, remplacée par la certitude que Émilie était une victime qui avait réussi à survivre et à échapper. Des avis de recherche furent diffusés dans toute la France. La photo d'Émilie, vieillie par ordinateur pour correspondre à ce à quoi elle pourrait ressembler maintenant, fut placardée dans les gares, les centres sociaux, tous les lieux où une jeune femme en détresse pourrait se trouver. Henri vivait ces nouvelles recherches avec un mélange d'espoir et d'angoisse. D'un côté, il avait enfin la confirmation que ses soupçons étaient justifiés, que sa fille avait bien été victime d'un enlèvement. De l'autre, il réalisait qu'Émilie avait vécu un traumatisme terrible, qu'elle était quelque part, peut-être brisée psychologiquement, incapable de rentrer chez elle pour des raisons qu'il ne pouvait qu'imaginer. Claire, quand elle apprit la découverte, sortit de sa léthargie comme si on l'avait réveillée d'un long cauchemar. « Je le savais », répétait-elle entre ses larmes. « Je savais que notre petite fille N n'était pas partie volontairement. Je le savais dans mon cœur de mère. » Cette confirmation de leurs soupçons fut à la fois une libération et une nouvelle source de souffrance. Libération parce qu'enfin, après 5 années de doute et de suspicion, la vérité éclatait au grand jour. Nouvelle souffrance parce que cette vérité révélait l'ampleur du calvaire qu'avait vécu leur fille. Le village, lui, fut secoué par ces révélations. Ceux qui avaient douté de la famille Dubois, qui avaient colporté des rumeurs, qui avaient fui la présence d'Henri et Claire, se retrouvaient confrontés à leur propre aveuglement. La honte remplaça progressivement la suspicion, et beaucoup d'habitants tentèrent de se racheter en proposant leur aide pour les nouvelles recherches. Monsieur Dubois vint lui dire un jour Madame Leclerc, la voisine qu'il avait pourtant évitée pendant des années. « Je vous demande pardon. J'aurais dû vous croire, j'aurais dû vous soutenir. Vous étiez un père qui cherchait sa fille, et nous vous avons abandonné. » Henri accueillit ses excuses avec une amertume mêlée de compréhension. Il ne pouvait pas oublier ces années d'isolement, mais il comprenait aussi que les gens avaient agi par peur, par incompréhension, par cette tendance humaine naturelle à préférer les explications rassurantes aux réalités dérangeantes. Les médias s'emparèrent à nouveau de l'affaire, mais cette fois avec un angle complètement différent. Henri et Claire passèrent de suspects potentiels à victimes d'une terrible injustice. On loua leur persévérance, leur foi inébranlable, leur refus d'abandonner malgré l'incompréhension générale. Mais pour Henri, toute cette reconnaissance tardive n'avait qu'un seul intérêt. Elle pouvait aider à retrouver Émilie. Car maintenant qu'il savait qu'elle était vivante quelque part, sa quête prenait une dimension nouvelle, plus urgente encore. 3 mois après la découverte de l'albergue, un appel téléphonique changea tout. Henri était dans son poste d'essence, en train de regarder pour la 1000e fois les nouvelles photos de Émilie vieillie, quand son téléphone portable sonna. Un numéro qu'il ne connaissait pas, un indicatif de la région parisienne. « Allô? Est-ce que c'est Monsieur Dubois, le papa d'Émilie ?» La voix était faible, hésitante. Mais quelque chose dans son intonation fit battre le cœur d'Henri plus vite. « Oui, c'est moi. Qui est à l'appareil ?» Un long silence, puis « Papa, c'est moi. C'est Émilie. » Henri crut que ses jambes allaient se dérober. Cette voix qu'il avait tant espéré entendre à nouveau, devenue plus grave, marquée par les épreuves, mais indubitablement celle de sa fille. « Émilie, ma chérie, où es-tu? Comment vas-tu? »« Papa, j'ai vu les informations à la télévision. J'ai vu que vous aviez trouvé cet endroit. J'ai eu si peur pendant toutes ces années. Je ne savais pas comment rentrer.
Je pensais que vous me croiriez morte, ou que vous ne voudriez plus de moi après ce qui s'est passé. » Les sanglots d'Henri rendaient ces mots presque incompréhensibles. « Ma petite fille chérie, où es-tu? Je viens te chercher tout de suite. Dis-moi où tu es. »« Je suis à Paris, papa. J'ai survécu comme j'ai pu. J'ai changé d'identité, j'ai essayé de refaire ma vie, mais je n'ai jamais oublié la maison. Je n'ai jamais oublié maman et toi. » Henri était déjà en train de fermer précipitamment son poste d'essence, de courir vers sa voiture. « Je vais chercher maman et nous partons immédiatement. Ne bouge pas, ma chérie. Cette fois, papa vient te chercher pour de bon. » Le voyage vers Paris fut le plus long et le plus court de la vie d'Henri. Long parce que chaque kilomètre qui le séparait encore de sa fille lui semblait insurmontable. Court parce que pour la première fois depuis 5 ans, il avait un but précis, une destination concrète, l'espoir légitime de serrer enfin sa fille dans ses bras. Claire, assise à côté de lui, n'avait pas prononcé un mot depuis qu'ils avaient quitté la maison. Elle tenait serré dans sa main le petit bracelet qu'Émilie portait le jour de sa disparition, celui qu'ils avaient retrouvé dans la cachette de l'albergue. Ses lèvres bougeaient silencieusement, comme si elle priait ou répétait sans fin le prénom de sa fille. Ils retrouvèrent Émilie dans un petit café près de la gare du Nord. Henri la reconnut immédiatement, malgré les années, malgré les changements. Elle était devenue une jeune femme. Ses traits étaient affinés. Ses cheveux étaient plus courts et teints d'une couleur différente, mais ses yeux étaient restés les mêmes, ses yeux profonds et observateurs qu'il avait tant cherchés dans la foule pendant toutes ces années. Quand elle les vit entrer, Émilie se leva lentement, comme si elle n'osait pas croire que ce moment était réel. Henri s'approcha d'elle, les larmes ruisselant sur ses joues, et l'entoura de ses bras, avec cette douceur infinie que seules les retrouvailles après une séparation terrible peuvent inspirer. « Ma petite fille » murmura-t-il dans ses cheveux. « Ma petite fille, chérie, tu es là. Tu es enfin là. » Claire les rejoignit et les enveloppa tous les deux de ses bras, créant cette bulle d'amour familial qu'ils avaient cru perdue à jamais. Pendant de longues minutes, ils restèrent ainsi enlacés, pleurant ensemble, sans prononcer un mot, savourant simplement cette évidence miraculeuse. Ils étaient à nouveau réunis. Quand ils purent enfin s'asseoir et parler, Émilie leur raconta son calvaire avec une maturité que ses 20 ans n'auraient jamais dû connaître. L'enlèvement ce dimanche matin, la séquestration dans cette pièce horrible, les mois d'attente et de désespoir, puis cette évasion qu'il avait menée dans les rues, brisé psychologiquement, incapable de faire confiance à quiconque. « J'ai essayé de rentrer plusieurs fois, » expliqua-t-elle d'une voix encore fragile. « Mais j'avais tellement peur, peur que cet homme me retrouve, peur que vous ne me croyiez pas, peur d'avoir changé au point que vous ne me reconnaissiez plus. Alors j'ai survécu comme j'ai pu, en prenant une fausse identité, en vivant dans la rue d'abord, puis en trouvant de petits boulots. » Elle leur montra les cicatrices sur ses mains, vestiges de son évasion à travers le tunnel qu'elle avait creusé. « Chaque jour, je pensais à vous. Chaque nuit, je rêvais de la maison, des champs de lavande, de nos dimanches matins, mais je ne trouvais pas la force de revenir. » Henri prit les mains abîmées de sa fille dans les siennes. « Ma chérie, tu n'as pas à avoir honte. Tu as survécu à quelque chose de terrible. Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. Quand j'ai vu le reportage à la télévision, continua Émilie, quand j'ai compris que vous n'aviez jamais cessé de me chercher, que vous n'aviez jamais douté, j'ai réalisé à quel point je vous avais sous-estimé. J'ai réalisé que l'amour de ma famille était plus fort que toutes mes peurs. » Claire caressait les cheveux de sa fille, retrouvant ces gestes maternels qu'elle avait cru perdus. « Nous rentrons à la maison, » dit-elle simplement. « Nous rentrons tous les trois à la maison. » Le retour en Provence fut un nouveau voyage vers l'émotion. Émilie découvrait les changements survenus pendant son absence. Mais surtout, elle retrouvait ces paysages qui avaient tenté ses rêves pendant toutes ces années d'exil. Quand ils passèrent devant les champs de lavande qui commençaient à fleurir, elle fondit en larmes. « J'ai dessiné ces champs des milliers de fois.
murmura-t-elle, dans cette prison. C'était ma façon de rester vivante, de ne pas oublier d'où je venais. Le village accueillit le retour d'Émilie avec un mélange de joie, de soulagement et de gêne. Beaucoup d'habitants vinrent présenter leurs excuses à la famille, reconnaissant leurs erreurs de jugement. D'autres, plus discrets, se contentaient de sourires timides et de saluts respectueux. Mais pour Émilie, ces réactions extérieures importaient peu. Elle était enfin de retour chez elle, dans cette maison où chaque objet, chaque odeur, chaque bruit lui rappelait son enfance. Sa chambre était exactement comme elle l'avait laissée ce dimanche matin, conservée avec un soin religieux par sa mère. « Vous n'avez jamais perdu espoir », dit-elle à ses parents en contemplant cette chambre sanctuaire. « Même quand tout le monde vous disait que J était parti volontairement, vous n'avez jamais cessé de croire en moi. » Henri la serra contre lui. Un père ne renonce jamais à son enfant. Jamais. Peu importe ce que disent les autres, peu importe le temps qui passe. L'amour parental est plus fort que tout. Aujourd'hui, 3 ans après ces retrouvailles miraculeuses, la famille Dubois a retrouvé un équilibre, même si les cicatrices de ces années terribles ne s'effaceront jamais complètement. Émilie suit une thérapie pour surmonter les traumatismes de sa captivité. Elle a repris des études et commence doucement à construire sa vie d'adulte. Henri a rouvert son poste d'essence qui connaît maintenant un succès inespéré. Les gens viennent autant pour faire le plein que pour serrer la main de cet homme qui n'a jamais abandonné, qui a prouvé que l'amour paternel peut accomplir des miracles. Claire a retrouvé sa joie de vivre. Elle travaille à nouveau à la librairie et a créé un petit groupe de soutien pour les familles confrontées à la disparition d'un proche. Son expérience, sa compréhension de cette douleur particulière, aide d'autres parents à traverser, elle, l'épreuve. Quant au mystère de cette disparition qui avait défié toute logique pendant si longtemps, il a trouvé sa résolution dans la plus simple et la plus belle des vérités. L'amour inconditionnel d'une famille n'abandonne jamais. Cette histoire nous rappelle que parfois, ce qui semble impossible ne l'est pas, que parfois, il faut continuer à chercher quand tout le monde a renoncé, que parfois, les liens familiaux sont plus forts que toutes les épreuves. Elle nous rappelle aussi que derrière chaque disparition, il y a une famille qui souffre, des parents qui attendent, un amour qui refuse de mourir, et qu'il faut parfois des années, de la persévérance et beaucoup de courage pour que la vérité éclate enfin au grand jour. Émilie Dubois était bien invisible, comme elle l'avait écrit sur ce mur de gare. Invisible aux yeux des enquêteurs qui avaient trop vite conclu à une fugue. Invisible aux yeux d'une société qui préfère les explications simples aux réalités complexes. Invisible même à ses propres yeux, quand la honte et la peur l'empêchaient de rentrer chez elle. Mais elle n'était pas invisible aux yeux de son père, qui n'a jamais cessé de la chercher. Pas invisible aux yeux de sa mère, qui a maintenu sa chambre intacte pendant des années. Pas invisible aux yeux de cet amour familial qui transcende le temps, l'espace et toutes les incompréhensions. Aujourd'hui, quand vous croiserez une famille qui traverse l'épreuve de la disparition d'un proche, souvenez-vous d'Henri et Claire Dubois. Souvenez-vous qu'il ne faut jamais juger trop vite, jamais abandonner trop tôt. Souvenez-vous que l'amour parental peut accomplir l'impossible. Et si cette histoire vous a touché, si elle a résonné dans vos cœurs, n'hésitez pas à la partager. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires vraies qui prouvent que la réalité dépasse parfois la fiction. Car dans un monde où il est si facile de perdre espoir, ces histoires nous rappellent que les miracles existent encore, qu'ils portent le visage de parents qui n'abandonnent jamais, d'enfants qui trouvent la force de survivre et d'un amour qui triomphe de toutes les épreuves.